Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. Je vous en rappelle très rapidement le principe, vous écoutez, vous partagez, vous likez ce podcast, et bien chaque écoute rapportera des euros complémentaires à la collecte en cours pour l'association que nous allons vous présenter d'ici quelques instants. Vous voulez en savoir plus sur cette association, et bien vous pouvez vous rendre sur le site et sur la plateforme de collecte solidaritégrandouest.fr. Aujourd'hui, dans ce podcast solidaire, on va évoquer quelque chose d'un petit peu plus grave que ce que l'on a pu évoquer jusque-là. On va évoquer la prévention et l'action qui est faite auprès des familles, auprès des enfants qui pourraient être touchés par des violences, notamment sexuelles. Et pour cela, eh bien, j'accueille tout d'abord Laurence Brunet-Jambu. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes présidente de l'association Alexis Danan qui travaille justement sur cette action de prévention mais aussi d'accompagnement des enfants et des familles pouvant être touchés par des violences et particulièrement des violences sexuelles. Et pour vous accompagner dans cet échange, eh bien Gaëlle, qui est la présidente de la fondation Tape à l'œil, fondation Tape à l'œil qui est la fondation de l'entreprise du même nom, Tape à l'œil. Bonjour Gaëlle. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes le binôme, la partenaire entreprise, côté entreprise, là c'est une fondation pour accompagner ce projet. On vous retrouvera dans la deuxième partie de cette émission, Gaëlle, pour parler de la fondation et parler aussi de votre engagement aux côtés de l'association Alexis Danan. Voilà, donc vous pouvez tout au long de cet épisode le partager, l'écouter et puis aller sur la plateforme solidaritégrandouest.fr. Je crois que vous avez le programme. On commence tout de suite après ça. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver, Laurence, pour évoquer l'association Alexis Danan, une association donc qui s'implique dans de multiples projets de prévention des violences, notamment sexuelles, faites aux enfants. Comment est née cette association et elle a quel âge, Laurence ? Alors cette association va avoir 8 ans. Elle est née du fait d'Alexis Danan, qui était un journaliste et qui est la première personne à avoir œuvré pour la protection de l'enfance en 1939 il a démarré en 36. Il a fait fermer les premiers bails pour enfants, notamment celui qui était sur les îles et celui de la Maitrais où les enfants étaient torturés. Et pour nous, c'était rendre hommage à cet homme qui a œuvré, qui était journaliste toute sa vie, pour lutter contre la maltraitance faite aux enfants. Donc l'association a été créée et nous sommes spécialisés dans les violences sexuelles, et parce que parce qu'il faut bien que quelqu'un y aille et que donc accompagner les victimes de violences sexuelles, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout quand on voit que tout au long de la vie, les traumatismes sont persistants. On en parle un peu plus, en tout cas en ce moment, et particulièrement en ce moment, ces questions-là reviennent très régulièrement sur le devant de la scène médiatique. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que les mentalités ont changé, donc on en parle plus et la parole se libère plus que, j'ai envie de dire, à l'époque d'Alexis Danan? Les choses ont changé, le comportement des auteurs a changé. Moi, je reste persuadée aujourd'hui qu'il y a plus d'enfants impactés. La commission Civi vient dire 160 000 enfants par an. La commission Civi, c'est la commission qui a été mise en place par le gouvernement pour justement faire une traçabilité de tout ce qui se passe. Et 160 000 enfants par an, ça veut dire 1 million en 5 ans. Donc les chiffres sont là pour nous dire que
non, il y a une augmentation certaine et souvent ça est accompagné par les violences conjugales. Donc les violences conjugales, personne n'arrive à les résorber. Malgré tout ce qui est fait, tous les plans qui sont mis en place, les choses ne diminuent pas. Ça veut donc dire que les violences faites aux mineurs ne diminuent pas non plus. Quand vous parlez de violences, on a parlé des violences sexuelles, mais on parle aussi de violences physiques qui peuvent être liées aussi. Donc ce que vous disiez à l'instant aussi aux violences familiales, c'est-à-dire en fait le ricochet de ce qui se passe entre deux adultes ricoche sur les enfants et sur les fratries. Oui, parce les experts sont là pour dire qu'entre 30 et 35% d'auteurs de violences conjugales sont aussi auteurs de violences sexuelles sur leurs enfants. Alors moi j'ai une phrase qu'un expert m'avait dit une fois: je t'ai pas eu, j'aurais tes enfants. Ouais. Elle m'est restée ancrée dans ma tête et je sais que ça existe. Bon, les chiffres nous donnent entre 30 et 40%, mais tout ça c'est un peu sous-évalué puisque toutes les victimes ne parlent pas, tous les enfants ne parlent pas et tous les enfants ne racontent pas leur histoire. Donc on est sur quelque chose de mouvant, quelque chose qui s'accentue, quelque chose qui progresse. Je pense que derrière, il y a vraiment quelque chose de pas très beau. On vous sent complètement habité par votre mission de présidente. C'est quelque chose qui vous a impacté de manière directe ou indirecte, ou qui est-ce qui vous a donné cette envie d'aller sur la protection de l'enfance, peut-être un métier? J'ai vécu deux choses doublement. J'ai été une enfant maltraitée et battue. J'ai été violée aussi pendant mon enfance. Et on a une histoire de famille un peu qui a fait un fait divers, c'est-à-dire que ma nièce a été violée au domicile de ses parents par un pédophile, que tout le monde savait que ce pédophile vivait chez eux. Et aujourd'hui, elle est devenue notre fille, mais ça a été un combat titanesque. Et c'est quelque chose que l'on rencontre dans beaucoup de dossiers. Ce que j'ai vécu avec elle, je le vis au quotidien dans beaucoup d'enfants qu'on accompagne. En fait, le fait que la justice, au titre de la présomption d'innocence, la parole de l'enfant est mise un petit peu de côté, mais on le rencontre aussi dans les violences conjugales, quoi. Quand il n'y a pas de preuves, ma foi, l'auteur n'est pas souvent condamné. Ouais, l'auteur n'est pas. Et on sent les preuves de maltraitance psychologique, c'est compliqué. On le sent dans votre voix, cette passion et ce vécu et ce que vous voulez transmettre au travers de l'action de l'association Alexis Danan. Prévenir, écouter, protéger, informer, accompagner, c'est les 5 piliers de votre association. Pour moi, les deux qui sont peut-être les plus compliqués, c'est peut-être de prévenir et d'informer. Est-ce que je me trompe ? L'association participe régulièrement au CIFAS, c'est-à-dire le Congrès international francophone sur les auteurs de violences sexuelles, et on apprend énormément. Et lors de ces CIFAS, qui se déroulaient normalement tous les 2 ans, mais qui ont été là tous les 4 ans à cause du Covid, on rencontre beaucoup d'experts et on rencontre aussi beaucoup de projets innovants. Et c'est donc en 2019 que j'ai rencontré la Fondation Marie-Vincent, qui avait un programme de prévention et moi ça m'a tout de suite parlé parce que prévenir c'est guérir quelque part, voilà, et que souvent les enfants subissent leur violence parce qu'ils ne savent pas qu'on peut faire autrement, en fait. Ils ne savent pas dire non parce qu'ils ne savent pas que c'est interdit. Et ils n'ont souvent pas de référent à qui venir parler de leur vécu. Et donc le programme Lanterne est un programme complet qui a nécessité beaucoup de travail de la part de la Fondation Marie-Vincent et qui nous a été livré un petit peu clé en main. On a cette chance fabuleuse qui a beaucoup plu à toutes les personnes à qui on le présente. Pourquoi ? Parce que on sait que le cerveau de l'enfant se formate dans ses 5 premières années. Ça veut dire que tout ce qu'il va enregistrer dans ces 5 premières années vont être marquantes pour lui. Et que la prévention, il faut la faire dès le plus jeune âge pour pouvoir évidemment combattre. Comment se fait cette prévention parce qu'on sait bien que souvent, d'abord, donc si vous dites que c'est dans les 5 premières années, c'est des moments où les enfants sont certes à l'école primaire, mais n'ont pas encore toutes les capacités à pouvoir exprimer ces émotions. Vous le disiez aussi, la prise en compte de la parole de l'enfant chez les gendarmes, à la police nationale, c'est toujours très compliqué de l'apprendre. Comment justement on fait cette pédagogie de la prévention et on arrive à faire rentrer les choses dans la tête des enfants pour qu'ils puissent éventuellement évacuer une souffrance qu'ils ont ou qu'ils puissent exprimer une violence qui est actée?
En fait, on vient travailler sur trois axes. Il y a la prévention tertiaire, la prévention primaire, et on vient aussi dire à l'enfant les relations égalitaires, la promotion des relations égalitaires, parce que on sait que quand on est à égalité, les violences vont être moindres. Quand on est considéré que le garçon, que dans le couple, que ce soit homme, femme, 2 hommes, 2 femmes, que ce soit le couple en fait, quand les relations sont considérées égales, déjà on a gagné une bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de rapport de force, et systématiquement ce rapport de force qui est dans beaucoup de couples et dans beaucoup de couples qui subissent la violence conjugale, on sait que c'est ça qui vient à un moment donné faire se taper en fait. Oui, se taper. C'est le terme. C'est peut-être pas le terme le plus adéquat, mais c'est celui qui est le plus illustrant. Oui, voilà. Et après, on vient par des jeux simples montrer à l'enfant qu'il y a des choses qui sont interdites, qu'il y a des choses qui sont normales. On parle aussi d'éducation à la sexualité. C'est quoi l'éducation à la sexualité? On vient pas parler évidemment de rapport sexuel. On vient juste parler de l'éducation de la sexualité par rapport au corps. C'est quoi mon corps? Mon corps, il est fait de quoi? De mes yeux, de ma bouche, de ma vulve et de ma verge. C'est la seule chose qui différencie un homme d'une femme, c'est les parties sexuelles. Et il faut donner les bons mots aux enfants. Parce qu'un enfant qui va subir et qui risque d'être auditionné, si on lui parle, si par exemple l'enfant dit au gendarme, moi il a touché ma nénette, ma nénette c'est quoi? Est-ce que c'est la balayette pour faire le ménage? Est-ce que c'est pour faire la poussière? C'est quoi la nénette? Et donc on part dans des choses abstraites qui viennent évidemment fausser l'audition d'un enfant. Alors que si l'enfant dit non, moi il m'a touché là, c'est ma vulve, déjà l'enfant a mis. Il y a un mot qui est mis et on sait que c'était interdit. C'est donc tout l'objectif de cette collecte, Laurence, qu'on peut retrouver sur solidaritégrandouest.fr. Il y a un objectif qui est aux alentours de 6 000 €, mais bien évidemment, il peut être largement dépassé. Je vous propose, Laurence, qu'on fasse une petite pause musicale. On va prendre un peu de hauteur avec Patricia Cass. Patricia Cass, qui est la chanson que vous avez choisie, La maison au bord de la mer, qui quelque part rejoint un petit peu ce que l'on vient aussi d'échanger. Puis on retrouvera tout de suite après Gaëlle, présidente de la Fondation Tape à l'œil, pour évoquer ce partenariat, cet accompagnement entre vous, l'association Alexis Danan, et la Fondation Tape à l'œil. Comme la marée, les vacances au bord de la mer, mais elle ne veut plus y aller. Elle voudrait déjà voir septembre. Elle a son montée, la nausée, mais personne pour l'entendre raconter ce qui s'est passé dans la maison en bord de mer. Il y a un oncle qui vit là, un oncle qui la force à faire ce qu'elle ne veut pas. Il lui ordonne de se taire, dit que personne ne la croira. Elle le refasse contre terre jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine fois. La sueur et la mauvaise haleine transpirent dans ses souvenirs. La peur se mélange à la haine et lui donne envie de vomir. Comme la terreur la tourmente, les mots qu'elle pourrait dire, et personne pour la comprendre. Alors elle s'oblige à enfuir la maison en bord de mer. Et son oncle qui vit là, cet homme qui la force à faire ce qu'elle ne veut pas. Il lui ordonne de se taire, dit que personne ne la croira. Elle le refasse contre terre jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine fois. Et puis à la station d'essence, son instinct lui dit de fuir sur la bande d'arrêt d'urgence
dans les phares sans réfléchir, trouver un peu de bienveillance, retrouver l'énergie de vivre, enfin libérer sa conscience pour se relever, survivre et survivre, survivre, survivre à la maison en bord de mer. Et cet homme qui vit là, cet homme qui l'a forcé à faire ce qu'elle ne voulait pas. Il lui disait de se taire, mais aujourd'hui elle sait déjà. Les croix de bois, croix de fer, il n'y aura pas de prochaine fois, pas de prochaine fois. Voilà, on retrouve nos invités de ce podcast solidaire. Rebonjour Gaëlle. Bonjour Patrick. Alors vous êtes présidente de la Fondation Tape à l'œil, de l'entreprise Tape à l'œil du même nom. Oui. Quel est l'objet de cette fondation? L'entreprise Tape à l'œil, c'est créer une sorte de... Enfin, ce sont des marques de vêtements, c'est une marque de vêtements pour enfants. Oui. Et la Fondation Tape à l'œil, qu'est-ce qu'elle vient apporter? Qu'est-ce la protection de l'enfance? Alors, la mission de la Fondation Tape à l'œil, quand elle s'est créée, donc il y a bientôt 10 ans maintenant, était sur l'accompagnement des enfants en situation de fragilité. Mmh. Et derrière fragilité, c'est de la fragilité éducative, économique, de santé, toute forme de fragilité qu'un enfant peut subir. Et on agit en partenariat avec des associations qui sont les experts et les professionnels du sujet et qui nous sollicitent ou qu'on rencontre pour des projets particuliers comme celui dont parle Laurence ce matin. Alors aujourd'hui, c'est combien de projets depuis 10 ans qui ont été accompagnés? Est-ce que vous avez ça en tête, Gaëlle? Excusez-moi de vous poser des questions de chiffres. J'ai une notion de chiffres. On mène à peu près entre une quarantaine de projets par an. Mmh. Au fil de l'eau, ou il y a des périodes d'appel à projets, ou c'est au fil de l'eau? C'est plutôt au fil de l'eau. En fait, on a lancé depuis 6 mois maintenant des appels à projets. Mmh. Auparavant, ça se faisait plus par le bouche à oreille, la notoriété un peu de la fondation, la rencontre avec des associations. Là, on a lancé officiellement des appels à projets qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et puis, on rencontre une association qui parle de nous à une autre association et ainsi de suite. C'est comme ça généralement que ça se fait. Et on a à la fois des associations avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années, voilà, qui nous présentent d'année en année des projets. Et puis, des nouvelles associations qu'on rencontre, comme c'est le cas avec Alexis Danan, qui nous viennent nous parler d'un projet, d'une action et qu'on a envie de soutenir. Alors, racontez-moi cette rencontre avec l'association Alexis Danan. Ils viennent frapper à votre porte comme toute autre association. Il y a quelqu'un qui est un entremetteur ou une entremetteuse pour vous faire vous rencontrer. Comment ça se passe? L'entremetteuse, pour le coup, c'était ma chargée de projet, donc Inès, qui était en relation avec l'association et qui est venue nous voir. Donc nous, c'est un comité de pilotage qui validons les projets et qui nous a dit moi, j'ai été très touchée par ce projet. C'est un sujet, comme l'a dit Laurence, vraiment pas facile. Qui touche à l'enfance dans ce qu'elle a de plus dur. Et quand elle nous a parlé de ce projet lanterne, on a vraiment eu envie de soutenir ce projet parce qu'il arrivait aussi en amont. On était vraiment dans la prévention. On est très souvent sollicité par des actions qui arrivent sur de l'accompagnement post-violence. Ouais. Et là, l'idée d'un projet qui intervenait en amont sur de la formation, sur de l'accompagnement d'adultes pour mieux justement accompagner les enfants, nous a beaucoup touchés. Dans ce qu'on a échangé avec Laurence il y a quelques instants, qu'est-ce qui vous a touché? Est-ce que vous avez noté peut-être quelque chose que vous aviez peut-être pas perçu d'ici là depuis le début de vos échanges et qui a fait un peu tilt? Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce que dit Laurent, c'est qu'on ne mesure pas, et même en connaissant le projet, qu'on n'a pas bien mesuré, je pense que c'est la solitude de l'enfant.
La solitude de l'enfant qui déjà est confronté à une violence extrêmement forte qu'aucun enfant ne devrait connaître, et en plus qui se retrouve très seul parce que peu accompagné. On sait qu'effectivement les adultes sont beaucoup plus accompagnés finalement que les enfants dans des situations de violence et face à la justice. Et là, c'est la solitude d'un enfant qui non seulement doit faire face à un événement extrêmement violent et traumatique, et en plus se retrouve très seul. Je vais vous redonner la parole, Laurence. Est-ce qu'il y a deux, vous n'êtes pas la seule association à travailler sur ces questions-là? Est-ce que vous travaillez les uns avec les autres dans un même secteur? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous partagez? Vous me disiez qu'il y avait un rassemblement francophone assez régulier où vous étiez inspiré justement de cette action québécoise de la Fondation Marie-Vincent. Est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que j'ai un souvenir d'un podcast solidaire où il y avait des spectacles de marionnettes qui étaient faits dans les classes pour justement libérer la parole et permettre à des enfants de dire « Ah bah moi, c'est ce que je vis à la maison ». Alors tout ça, c'est un petit peu dépassé. Pourquoi ? Bon. Parce que la prévention, c'est à tout moment. Et donc le plus important, c'est de faire, dans ce programme Lanterne, c'est de faire comprendre que c'est les adultes qui accompagnent l'enfant qui doit être formé. Pour nous, ce n'est pas aux associations de rentrer dans les écoles, mais c'est bien aux enseignants, aux puéricultrices, à toutes les personnes qui sont présentes tous les jours d'être formées. Pourquoi ? Parce que peut y avoir un dévoilement à tout moment et l'association ne sera pas là. Les bénévoles ne seront pas présents. Que les relations égalitaires, c'est ta journée, c'est-à-dire dans la maternelle, les garçons peuvent jouer avec la dinette, les filles jouent au circuit. Ça doit être mis en place tout petit. Ces choses-là, ça s'apprend tout petit et ça s'apprend sur du long terme et c'est tous les jours. Donc, pour nous, et c'est le projet même du programme Lanterne, c'est que ce sont les adultes qui sont autour de l'enfant qui doivent être formés et c'est ça notre combat aujourd'hui, c'est de le faire comprendre. Ça bouge beaucoup en ce moment parce que ça va aussi avec les volontés des pouvoirs publics de replacer les choses. La prévention, c'est de l'éducation et l'éducation, ça appartient au monde de l'éducation nationale. Absolument. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire rentrer le programme Lanterne dans la formation des maîtres et des enseignants? Oui, et c'est ça que la Fondation Tape à l'œil va venir nous permettre, c'est de former gratuitement des personnes de l'éducation nationale pour promouvoir ce programme. Les formations sont déjà listées, on n'a pas, alors bon, on a cette chance de pas pouvoir attendre l'abondement de l'argent, mais voilà, c'est parce qu'on a eu on essaye de faire avec. On a aussi chez nous des personnes très engagées. On a 15 personnes du diocèse de l'éducation privée qui vont être formées au mois de décembre et on en a 15 de l'éducation nationale qui vont être formées au mois de février-mars. Ça veut dire que ces gens-là vont être les promoteurs. Il y a aussi, et c'est ça, et c'est cette chance-là que vient nous apporter la Fondation Tape à l'œil. C'est promouvoir le programme. Deuxième phase, tous ceux qui seront formés à l'animation, je pense à l'animation des camps de vacances, des mouvements de jeunesse. Il y a aussi des paroles qui peuvent peut-être se libérer, même si les enfants sont peut-être un petit peu plus âgés que la tranche d'âge que vous visez, même si c'est peut-être toutes les tranches d'âge d'ailleurs. Non, parce que les centres de loisirs, dès qu'ils vont à l'école maternelle, les enfants sont considérés, peuvent aller au centre de loisirs, donc c'est des petits de 3-5 ans. Voilà. Le programme Lanterne, il s'adresse aux enfants de 0 à 5 ans. Alors ça fait sourire quand on dit 0-5 ans, mais c'est parce que la promotion des relations égalitaires, c'est de pouvoir habiller un petit garçon en rose et une petite fille en bleu. C'est ça aussi, c'est tout ce travail-là qu'on vient faire. Et je vais vous dire, moi j'ai fait la formation et j'ai été bousculée. Vous-même, vous avez été bousculé malgré tout le temps déjà passé Oui, parce que j'ai 62 ans, que j'ai des a priori, comme tout le monde, et que il a fallu que je me remette en question moi aussi, vis-à-vis de mes petits-enfants, vis-à-vis de plein de choses, et que c'est ça, c'est les stéréotypes qu'on vient déconstruire. Bien sûr. Et c'est ça qui est difficile dans notre société, c'est de déconstruire les stéréotypes. Et plus les professeurs des écoles pourront le faire avec des petits, et moins, justement, il y aura de place pour faire rentrer les stéréotypes. Et je pense que quand on apprend à un enfant son corps, ce qu'on a le droit de toucher, ce que l'adulte a le droit de faire, ce que lui n'a pas le droit de faire, l'enfant, plus vite on combattra les violences qui leur seront faites, parce que plus vite ils seront en capacité de dire à l'adulte, non, t'as pas le droit de me faire ça.
Et si tu me le fais, moi, je vais aller le dire. Ouais. Je vois Gaëlle qui est extrêmement concentrée. Comment bon, je suppose qu'on est tous touchés par les paroles de Laurence. Une fondation d'entreprise, c'est aussi une entreprise, parce que l'une n'existe pas sans l'autre. Comment, à quel moment la fondation et l'entreprise se rejoignent-elles? Et je pense particulièrement aux collaborateurs. Comment on fait rentrer dans le monde de l'entreprise l'action menée par la fondation? Question piège, j'espère pas. Alors, pas du tout, parce que l'origine de la fondation, c'était une fondation d'entreprise, mais pour les collaborateurs et avec les collaborateurs. Donc dès la création, c'était de faire en sorte que nos collaborateurs soient les premiers acteurs de la fondation. Et on a toujours un volant important d'action sur lesquels on implique nos collaborateurs. Donc on n'est pas que un soutien financier pour les associations, mais aussi un soutien humain. Et il y a différentes associations et différentes actions qui s'y prêtent et qui nous sollicitent aussi pour qu'on ait des collaborateurs qui puissent venir s'impliquer sur des projets de façon très différente en fonction des besoins de l'association. Donc là, sur le projet lanterne, ça sera pas le cas parce qu'effectivement, on est sur un domaine extrêmement particulier avec un public de professionnels. Mais on a d'autres actions sur lesquelles nos collaborateurs s'impliquent. C'est ça veut dire que soit c'est du mécénat de compétences et il y a un envoi des collaborateurs dans l'association pour donner un coup de main sur un temps donné, soit éventuellement c'est du temps sur ses loisirs pour une action de bénévolat dans telle ou telle association, c'est ça Gaëlle? On propose exactement, en fonction des besoins du projet et de l'association, on propose à nos collaborateurs, voilà le projet, voilà quel est le besoin, qui a envie, parce qu'effectivement c'est sur la base du volontariat, et en fonction du projet, on a toujours des collaborateurs qui sont extrêmement partants pour toutes ces actions. Allez, je vais laisser le mot de la fin à Laurence. Vous avez un mot, une injonction, quelque chose à nous dire, au-delà de simplement aller sur Solidarité Grand Ouest pour faire des promesses de dons pour la collecte, et en plus d'écouter et de partager le podcast pour gagner encore plus. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire, Laurence, pour terminer? On n'arrivera à vaincre les violences que si on agit tous ensemble. Eh bien, ça me permet de prendre mon adage préféré, c'est qu'à tous, on peut tout. Merci à toutes les deux d'avoir été présentes dans ce podcast solidaire. Nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager ce podcast. Plus ce sera le cas, plus nous pourrons permettre de développer la prévention auprès des enfants pour éviter justement toutes ces violences sexuelles et surtout qu'ils puissent libérer leur parole. Merci, à très bientôt, au revoir, bonne continuation.